On reprend. Avant de pouvoir passer à des discussions sur les recherches d'extréma, on va avoir besoin du fait bien connu que la matrice hessienne est symétrique, la matrice des dérivées secondes. Et donc ce que je vais établir, c'est le théorème de Schwarz. Je pense qu'au programme de la grecque, si je comprends bien le programme, on le demande seulement pour une fonction C2. Je vais l'énoncer sous une forme un peu plus forte. Et du coup, je ne vais pas faire tout à fait la même preuve. Enfin, je ne vais pas faire la même preuve que celle qui est dans les notes de cours. Mais ce n'est pas non plus plus difficile. Et ça permet d'avoir un argument très similaire, mais présenté de deux façons différentes. Donc d'abord l'énoncé. On a toujours U en ouvert de Rn. On a f de U vers R. Je vais le faire seulement pour une fonction à valeur réelle, puisque je veux parler de dérivée partielle. On suppose que f est différenciable sur U tout entier. Et je suppose qu'elle est deux fois différenciable. Je vais revenir sur ce que ça veut dire. En un certain point x qui appartient à U. Ok. Donc ça, c'est les hypothèses. L'application est différenciable partout. Elle a une différentielle seconde qui existe seulement en un point. Enfin, l'hypothèse est seulement qu'elle existe en un point. Et alors, la conclusion est que les dérivées croisées sont égales. Pour toute i et pour tout j, si je regarde la dérivée par rapport à xj de la dérivée de f par rapport à la ième coordonnée, au point x, c'est la même chose que regarder la dérivée par rapport à xi de la dérivée de f par rapport à la jième coordonnée, toujours au point x. Notons que je n'ai pas prétendu que l'existence seule des dérivées croisées était suffisante. J'ai bien supposé que mon application était deux fois différenciable. J'ai supposé l'existence d'une différentielle seconde qui est plus fort que seulement dire que les dérivées partielles existent. Alors qu'est-ce que ça veut dire deux fois différenciable? Je vais peut-être revenir là-dessus avant de faire la preuve. Si on a f qui est de U vers Rm, la différentielle de f, donc j'ai supposé que f elle était différenciable, donc j'ai une application différentielle. La différentielle de f, c'est une application définie sur U, mais en un point donné, ce que je vois, c'est une application linéaire de Rn vers Rm. Et ça, c'est finalement la même chose, en tant qu'espace vectoriel, que Rn fois m. Donc, j'ai à nouveau une application entre espaces de dimension finie. Je peux essayer de recalculer sa différentielle. Je pourrais ensuite refaire la même chose. Ce qui se passe, c'est que c'est assez pénible, puisque les dimensions des espaces successifs qui apparaissent sont multipliées à chaque étape par la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire par n. Si n égale 1, tout va bien. Je peux prendre des dérivées successives et ça reste la valeur dans Rm. Si n est plus grand que 1, les espaces changent à chaque fois. Et du coup, c'est un peu plus compliqué de se représenter des dérivées successives. Quand f va de U dans R, une différentielle, finalement, c'est la même chose qu'une application linéaire de Rn vers R qu'on a déjà identifié à un vecteur de Rn. Et une différentielle seconde, ça sera une application à valeur dans R n carré. Quand la différentielle ira de Rn vers R, la différentielle seconde ira de Rn vers... La différentielle ira de Rn vers Rn et la différentielle seconde ira de Rn vers Rn carré. Ok, maintenant, on va faire la preuve de cette chose-là, et je vais l'écrire seulement pour une fonction de deux variables. Là, il n'y a pas vraiment d'arnaque, parce que finalement, quand on calcule des dérivées partielles par rapport à deux variables, il n'y a de toute façon que deux variables qui bougent en même temps dans cet énoncé. Donc on se ramène facilement, en regardant les définitions, au cas d'une fonction de deux variables. C'est ce que je vais traiter maintenant. Il faut que je sois un peu efficace pour avoir la place de faire ça sur un seul tableau. Donc on reprend, on a f qui va de U contenu dans R2 vers R, et les deux fois différenciable en un point x
je vais appeler les coordonnées AB. Je vais faire un petit dessin pour expliquer ce qui se passe. On va regarder AB. Puis pour T petit, on va regarder le carré. De côté T, dont le coin inférieur gauche c'est AB. Donc les coordonnées c'est A plus TB, A plus T, B plus T. Et A, B plus T. Et on va regarder la différence entre ces deux valeurs, moins la différence entre ces deux valeurs. Ça devrait être... La différence entre ces deux valeurs, c'est un terme d'ordre 1 qui est vertical, moins la différence entre ces deux... moins ça, donc ça fait une différence de deux termes d'ordre 1 qui ont l'air de dépendre de la dérivée partielle par rapport à y. Et comme je fais une différence de... comme je fais lui, moins lui, comme je me déplace horizontalement, ça devrait faire apparaître une dérivée croisée. Donc on écrit ça. Donc on écrit delta de t, c'est f de a plus t, b plus t, moins f de a plus t, b, le tout moins f de a, b plus t, moins f de a, b. Et là, il faut se dire que finalement, je suis juste en train de me déplacer verticalement. Ma fonction f est supposée continue, elle est différenciable sur u, donc elle est en particulier continue. Donc ça, toute cette fonction-là, je peux penser que le t qui est ici est fixé, et que je regarde la fonction qui a s associée f de a plus s, b plus t, f de a plus t, b plus s, moins f de a plus t, b, moins f de a, b plus s, moins f de a, b. D'accord? Je considère que ça c'est fixé, et que je regarde les valeurs en t de la fonction f de a plus t, b plus s, moins f de a plus t, b, moins f de a, b plus s, moins f de a, b. Cette fonction-là, je peux lui appliquer l'égalité des accroissements finis. Donc t, c'est un... Je l'ai fait sur le dessin, mais c'est un réel que je prends même positif pour mon dessin. Et je pense que j'aurais dû dire que ce petit carré reste bien entièrement contenu dans mon ouvert, puisque AB est dans un ouvert. N'importe quel point suffisamment proche de AB est encore dans l'ouvert. Donc par l'égalité des accroissements finis, une valeur en S moins une valeur en 0, c'est égal à une dérivée en un certain point C qui est entre 0 et S. Qu'est-ce que c'est la dérivée ici? Quand je regarde ça, c'est la dérivée partielle par rapport à y de ma fonction en un certain point a plus t, b plus, alors je ne sais pas si j'ai envie de l'appeler s, oui, s pourquoi pas, fois t. Donc encore une fois, ça moins ça, ce que je vois c'est une valeur en t moins une valeur en 0, moins, en appliquant ça à ma fonction en même temps, la dérivée partielle de f par rapport à y au point a, b plus s, le même s, fois t. Pourquoi le même s? Parce que ma fonction de s, c'est la fonction qui a s associe f de a plus t, b plus s, moins f de a plus t, b, moins f de a, b plus s, moins f de a, b. Ok. Maintenant, l'hypothèse que f est deux fois différenciable, si j'écris la différentielle de f, ce que je vois, c'est d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y comme coordonnées. Donc je sais que d rond f sur d rond y et d rond f sur d rond x, elles-mêmes sont différentiables. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai un t en facteur. Il est là, il est là. Et j'ai d rond f sur d rond y au point a plus t, b plus s. Bon, ça, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y au point a, b, plus une petite variation. C'est quoi la petite variation en question? C'est la dérivée seconde, la dérivée par rapport à x de ce machin-là. Donc on note d2f sur dx, dy, au point a, b. Ça, je regarde la variation par rapport à la première variable fois t, plus la dérivée partielle par rapport à y, donc j'ai dérivé deux fois, d2f sur dy2, au point a, b,
appliqué à la variation par rapport à sur la deuxième variable qui est s, on va mettre un gros crochet ici pour qu'on puisse s'y retrouver, moins ce qu'il y avait ici, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à y au point AB, ça, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Ah oui, j'ai oublié, pardon, ici j'ai un plus petit o, quand même. J'ai écrit une dérivée, j'ai écrit que j'ai fait un développement limité à l'ordre 1, donc j'ai un plus petit o du vecteur dont les coordonnées sont t et s. S, c'est ce qui a été obtenu par l'égalité des accroissements finis entre t et 0, et j'aurais dû l'écrire, S il est quelque part entre 0 et t. Donc un petit o du vecteur de coordonnées ts, c'est la même chose qu'un vecteur qui est négligeable devant t. Et maintenant, donc, si je reprends sur la deuxième coordonnée, j'ai ici, ça c'est à peu près égal à la dérivée partielle de f par rapport à y au point AB, plus s fois la dérivée seconde. Donc ici j'ai un moins puisque j'avais un moins là. Donc moins g moins s fois d2f sur dy2 au point AB. Et j'ai à nouveau un plus petit o de t que je ne réécris pas puisque j'ai déjà une erreur de cet ordre de grandeur là. Qu'est-ce qui se passe? C'est miraculeux. df sur dy en AB moins df sur dy en AB, ça se simplifie. d2f sur dy2 en AB fois s moins s fois d2f sur dy2 en AB, ça se simplifie. Et finalement, il me reste que mon delta de t, c'est t carré fois la dérivée partielle de f au point AB, où j'ai d'abord dérivé par rapport à y, puis par rapport à x, plus le reste qui était ici, qui était un t fois un petit o de t, j'obtiens plus un petit o de t carré. Ok, je vous laisse regarder ce tableau 2 secondes, parce qu'il va falloir que j'efface juste ici. Donc je vais garder la définition de delta de t. Et on vient de dire que delta de t, finalement que delta de t sur t carré, pour t strictement positif, différent de 0, que delta de t sur t carré, ça fait dérivée de f par rapport à y d'abord, puis par rapport à x au point AB, plus quelque chose qui tend vers 0. Autrement dit, delta de t sur t carré, ça tend vers d2f sur dx dy de AB. Ok, super. Mais en réalité, le point clé ici, c'est que cet argument est complètement... La fonction delta que j'ai introduite, elle est moralement symétrique en x et y. J'ai décidé que je faisais cette variation moins cette variation-là, mais c'est la même chose que faire cette variation-là moins cette variation-là. C'est-à-dire que si je réécris sous forme de variation horizontale, cette fois, delta de t, c'est f de a plus t, b plus t, moins f de a, b plus t, une variation horizontale, moins l'autre variation, f de a plus t, b, moins f de ab. Donc c'est une différence de deux variations horizontales, donc pas exactement le même calcul que celui qu'on vient de faire. La delta de t sur t carré, ça tend vers... c'est le même calcul, sauf que j'ai fait vertical puis horizontal dans un cas, horizontal puis vertical dans l'autre. Donc, ce qui apparaît, c'est d de f sur dy dx au point AB. Du coup, la limite, c'est ça et c'est aussi ça. C'est égal à d de f sur dx dy au point AB. Et on a démontré notre théorème de Schwartz seulement en supposant que la fonction était deux fois différentielle. Est-ce que je voulais dire quelque chose de plus? Je ne crois pas. Donc on va conclure cette vidéo. Donc, pourquoi c'est important ça? Parce que ça nous dit que si j'ai une fonction de Rn vers R, la matrice des dérivées secondes, enfin la matrice de la différentielle seconde, pardon,
est symétrique, et on aime bien les matrices symétriques, on aime bien les formes quadratiques, et ça permet d'étudier le comportement d'une fonction au voisinage d'un extrémum, en particulier si la différentielle seconde, si la forme quadratique associée n'est pas dégénérée. Et je crois que ça finit cette vidéo. La prochaine sera sur gradient, extréma et essier.